Bien, excusez-moi du petit retard. Nous allons donc commencer sans plus tarder cette séance qui est donc consacrée à la conférence inaugurale du Salon du Livre Historique, conférence de M. Boubacar Boris Diop. Avant de laisser la parole à M. Diop, je vais passer la parole à M. Charles Bert, qui est ancien conseiller d'État chargé du département de l'instruction publique et qui est également le président de la Fondation Pro Helvetia. M. Charles Bert est aussi, et c'est à ce titre qu'il intervient d'ailleurs, membre du comité de parrainage des rencontres de Genève Histoire et Cité. Et à ce titre d'ailleurs, je le remercie pour son appui total et tout à fait dès le début de ce projet, quand celui-ci n'en était encore qu'à son stade de rêve. Maintenant, c'est devenu réalité. Monsieur Bert, s'il vous plaît. Bien, mesdames, messieurs, j'aimerais vous dire tout d'abord la très grande joie que j'ai d'être parmi vous aujourd'hui. C'est d'autant plus qu'il ne s'agit pas d'un moment protocolaire figé, comme on peut les vivre à certaines occasions, et du reste, sans être figé, nous avons eu une belle illustration hier soir de ce que peut être un moment solennel qui nous permet de saluer les unes et les autres dans leurs différentes fonctions. Alors, je m'épargnerai aujourd'hui, surtout je vous épargnerai l'ensemble des personnalités qui font l'honneur effectivement à ce salon de participer à cette conférence inaugurale. Je vous ai dit la joie que j'ai d'être parmi vous, tout d'abord parce que ce salon du livre et de la BD historique se tient à l'intérieur d'un grand moment qui est effectivement celui des rencontres de Genève, Histoire et Cité, qui se tient également dans une institution particulièrement importante qu'est l'Université de Genève. Trois événements, ou plutôt trois dimensions pour cet événement aujourd'hui, qui nous permettent tout simplement de constater qu'à travers ce salon, eh bien, l'université prend des initiatives de mettre réellement, concrètement, ce qu'elle fait, son activité, au service de la cité. La librairie est un moyen d'atteindre la cité, d'atteindre la population, d'atteindre des enseignants, des élèves, monsieur et madame tout le monde, si j'ose le dire ainsi, puisque l'histoire n'est pas seulement l'apanage des politiques, des chercheurs et donc des historiens en l'occurrence, mais doit être et bel et bien donc la préoccupation de chacune et chacun. Ce d'autant plus que la période que nous vivons aujourd'hui est une période qui est agitée, placée sous le signe d'une mondialisation particulièrement, j'allais dire sauvage, mais surtout illisible, c'est-à-dire qui nous met devant tout un certain nombre de points d'interrogation et très probablement que l'histoire nous représente ainsi une source, à défaut d'être explication, d'être en tous les cas des éléments d'explication, d'inspiration qui doivent nous permettre de nous guider ainsi dans une certaine obscurité contemporaine. J'aimerais dire aussi que le livre est non seulement un objet qui fait donc la préoccupation des politiques, mais également du monde de la culture, à un moment où le numérique, d'une part, est ce qu'on appelle également le recul de la civilisation de l'écrit sévit. Alors j'aimerais dire que si le livre représente ce moyen de transmission de génération en génération, eh bien lorsqu'il est au service de l'histoire, il représente la quintessence même de ce qu'est la transmission, c'est-à-dire ce qui nous relie, ce qui a fait l'histoire des uns, des unes et des autres, et qui doit impérativement donc être l'objet d'une transmission active pour former ce que l'on appelle une civilisation. Alors merci également à la librairie Payot, à toutes celles et ceux qui, avec la maison donc, de l'histoire, mais également les rencontres, ont pris cette initiative, parce que tout cela nous permet d'avoir non seulement un grand moment au service de la population, d'écouter une cinquantaine d'historiennes et d'historiens, et surtout de pouvoir le faire non seulement à travers des traités d'histoire, mais également à travers des bandes dessinées, à travers des romans, à travers des polars, puisqu'il n'y a pas de genre de seconde zone lorsqu'il s'agit
de transmettre l'importance du livre, l'importance de l'histoire et particulièrement l'importance du livre historique. Merci beaucoup de votre attention et je me réjouis d'écouter, je tiens à le dire, M. Boubacar, donc Boris Diop, dans la mesure où il est non seulement un auteur qui est particulièrement riche, qui s'exprime en tant qu'essayiste, en tant que romancier, et on sait combien ces deux genres s'éclairent l'un l'autre de manière à nous transmettre tout ce qu'est l'intensité, particulièrement des drames qui ont forgé l'humanité. Et merci beaucoup donc d'être ici et de nous donner l'occasion de pouvoir vous écouter. Merci de votre attention. Donc, j'appelle M. Pascal Vandenberg, président et directeur général des librairies Payot. Je rappelle que la librairie Payot s'est beaucoup investie dans notre projet de festival et nous aide évidemment à monter la partie Salon du livre historique et de la bande dessinée historique de notre festival. Donc, à ce titre, donc, je le remercie vivement, lui et son équipe, et je lui cède la parole. Merci. Merci. Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est un immense plaisir que de voir se concrétiser enfin ce grand projet de Festival d'Histoire de Genève et je remercie en particulier Mesdames Françoise Brigel et Micheline Louis Courvoisier et Monsieur Pierre-François Souiri, initiateurs et directeurs de ces rencontres. Outre le fait de m'avoir sollicité dès l'origine pour proposer que Payot en devienne partenaire, de m'avoir invité à prononcer ces quelques mots lors de l'inauguration de la librairie du Salon du Livre d'Histoire, mais surtout d'introduction de M. Boubacar Boris Diop qui va prononcer devant nous cette conférence intitulée « Les longues jambes du printemps ». Pour la librairie du festival, nous avons délibérément choisi d'ouvrir à l'éventail le plus large possible de livres en lien avec l'histoire. Essais, ouvrages érudits, bien entendu, mais également romans historiques, romans policiers, biographies, bandes dessinées ou encore science-fiction, sans oublier naturellement les livres pour la jeunesse et une sélection de livres en anglais. Il est toujours difficile de convaincre les auteurs de se déplacer pour une première édition de salon, et je parle d'expérience d'en avoir monté plusieurs ou participé à plusieurs, de surcroît lors d'un week-end de pont. Nous remercions d'autant plus chaleureusement les auteurs qui ont accepté d'être présents pour les rencontres et pour les séances de dédicaces. Un grand merci en particulier à M. Diop qui nous fait l'honneur et le plaisir de donner cette conférence d'ouverture. Intellectuel et écrivain sénégalais, Boubacar Boris Diop fut d'abord professeur de littérature et de philosophie, puis conseiller au ministère de la Culture du Sénégal. Il passa ensuite au journalisme, dirigeant notamment Le Matin de Dakar, mais il fut également collaborateur de la NZZ. En tant qu'écrivain, il a une œuvre nombreuse et variée à son actif, romancier, essayiste, dramaturge. Il a donc des talents multiples et tous ces talents sont mis au service de la cause de l'Afrique. Sa grande humilité lui a permis de reconnaître avoir tardivement compris la réalité du génocide rwandais. Aux côtés de 9 autres écrivains, il participera au projet de Festafrika, Rwanda, écrire par devoir de mémoire, participation concrétisée par la parution en 2000 de son roman Murambi, le livre des ossements, qui est un livre que je vous recommande vraiment à tous et à toutes, si vous ne l'avez pas encore lu. Ses qualités humaines, alliées à son intelligence et à sa sagesse, en font l'un des intellectuels africains les plus importants de sa génération. Et je vous remercie de l'accueillir chaleureusement. Merci. Je salue tout le monde. Chez moi, dans des circonstances pareilles, d'ailleurs, on dit, je salue chaque personne présente, je salue les personnes individuellement pour créer le lien, pour permettre la convivialité. Ben, cela fait, moi j'ai publié mon premier roman en 1981, donc cela fait longtemps que ma carrière littéraire a démarré et une chose que j'ai apprise, c'est à quel point aujourd'hui, pour un auteur, il est impossible de dire « j'ai fini d'écrire mon roman, mission terminée ». Il faut, si on le dit vulgairement, assurer le service après-vente, mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit surtout de dialoguer directement avec ses lecteurs ou ses lecteurs potentiels. D'une certaine façon, c'est d'ailleurs
mine de rien, hein, la revanche de la tradition orale sur la tradition écrite. Voilà, on écrit le texte, mais on l'accompagne avec sa voix. Et depuis que je le fais, je ne le regrette pas. Je sais que ce sont des femmes et des hommes de bonne volonté dans les lieux du savoir qui permettent l'échange. Et cet échange, je dis toujours que c'est lui qui permet de changer le monde. Je suis donc vraiment particulièrement heureux de me retrouver parmi vous aujourd'hui à l'occasion de cette première édition des Rencontres de Genève autour de l'histoire et sur le thème tout à fait bienvenu de la construction de la paix. Un tel honneur, je le dois, je le sais, à l'ouverture d'esprit des autorités de cette université et je tiens à les en remercier du fond du cœur. Il y a quelques semaines, au moment de proposer un sujet pour notre conversation, je ne savais, pour ainsi dire, pas où donner de la tête. Entre les décapitations affreusement mises en scène par le mouvement État islamique, les violences insupportables en Centrafrique, l'enlèvement des 200 fillettes de Chibok au Nigeria par Boko Haram ou l'affaire Charlie Hebdo à Paris, n'importe qui à ma place n'aurait eu que l'embarras du choix, dans le mauvais sens, hélas, de l'expression. Depuis lors, revenu le beau temps, ce sont par milliers que des jeunes migrants meurent en Méditerranée. Chacun de ces corps, flottant tristement au-dessus de l'eau, a eu des passions et des espérances. Et pourtant, la fin de ces damnés de la mer évoque moins celle d'êtres humains singuliers, ayant une histoire propre, que le suicide collectif des baleines. Ce sont les refoulés de la grande houle dont parlait Césaire à propos des suppliciés de la traite négrière. Nous-mêmes, incapables de supporter la vue de ces corps d'Irakiens, de Syriens, d'Éthiopiens, de Nigérians, de Ghanéens et de Sénégalais, rejetés par la mer, nous détournons le regard. Une façon comme une autre de nous résigner à un sentiment d'impuissance qui est, de nos jours, la chose du monde la mieux partagée. Nous faisons de notre mieux pour oublier ces images, pour leur substituer celles de la vie ordinaire, plus souriante, mais ces dernières réussissent rarement à nous libérer de l'impression que la terre des hommes ne s'est décidément jamais aussi mal portée. Ceux qui se risquent à s'exprimer ainsi, sous l'emprise d'un désarroi bien compréhensible, s'entendent rappeler qu'il y a toujours eu, pour parler comme Voltaire, horriblement de mal sur la terre. Point n'est besoin d'ailleurs de remonter plus loin que le XXe siècle, dont les abominations continuent à hanter nos mémoires. Mais cela ne peut être un hasard si tant de voix s'élèvent aujourd'hui pour dire que la paix n'a jamais été aussi menacée et même que la Troisième Guerre mondiale est en train de frapper sourdement à nos portes. C'est peut-être là, en définitive, une façon d'apprivoiser par des mots familiers une cruauté aussi insupportable par sa mise en scène planétaire que par ses effets réels. Avouons-le, notre incapacité croissante
à trouver une grille de lecture adéquate, cela vient d'être dit par Monsieur le conseiller fédéral, pour des événements qui nous assaillent de toutes parts, continue à nous plonger dans une grave confusion mentale. Nous ne pouvons même plus nous bercer, comme à l'époque du marxisme triomphant, de l'illusion de pouvoir venir à bout de l'horreur en exposant doctement ces mécanismes. La vérité de notre époque, c'est que plus personne ne sait quoi dire de ces sanglants dérèglements. Comment en est-on arrivé là? Rien n'annonçait une telle bourrasque de sang. Bien au contraire, la défaite du communisme, analysée comme la fin de l'histoire par Francis Fukuyama, faisait entrer l'histoire dans l'heureux temps de la rétribution. Pour reprendre le titre d'un livre de Jean-Christophe Ruffin, oublié de nos jours, mais qui retint l'attention à sa parution en 1991, toute la question était de savoir si les nouveaux barbares allaient laisser l'Empire savourer paisiblement les fruits d'une victoire aussi totale. Dans un sens, les assauts quotidiens des migrants sur les côtes siciliennes confirment cette prédiction, mais ce n'est qu'un trompe-l'œil. En effet, à peine 20 ans plus tard, tout cela fait sourire. Un sourire amer, il est vrai. Et chacun de se souvenir de l'avertissement du dernier ministre des Affaires étrangères de l'ère soviétique à Henry Kissinger. Voici ce qu'il lui disait: « Le communisme est mort, vous nous avez impitoyablement écrasés, mais vous allez bientôt nous regretter. » Sous-entendu, ne vous réjouissez pas trop vite, vous allez avoir de nouveaux ennemis avec qui vous ne pourrez même pas parler. Le 11 septembre et plus encore, les sinistres méthodes de l'État islamique nous forcent à méditer cette sombre prévision. Elle était une autre façon, plus ironique, de rappeler, comme Brecht en pleine Seconde Guerre mondiale, qu'il eût été bien imprudent pour l'humanité de chanter victoire hors de saison, puisque, selon l'auteur de La résistible ascension d'Arturo, oui, le ventre restait fécond d'où était sortie la bête immonde. Au Sénégal, nous avons une manière plus simple de dire tout cela. Nous disons, et c'est un clin d'œil à mes amis sénégalais qui sont là, Thiamé Mboup, Addina dafa gudd tànk. Littéralement, presque mot pour mot, la vie a de longues jambes. La phrase, souvent accompagnée d'un petit sourire malicieux, est entendue chez nous dans les circonstances les plus banales de la vie quotidienne. Elle peut cependant dire aussi le refus de se laisser impressionner par l'apparente soudaineté des tragédies humaines. Le temps des hommes étant celui de tous les possibles, selon la sagesse Wolof, rien de ce dont nous sommes témoins durant notre existence, pour imprévisible qu'il soit, ne devrait nous surprendre. Je crois en avoir assez dit pour aider à mieux comprendre l'intitulé de mon propos, qui a pu paraître à certains bien mystérieux, voire étrange. Il sera question ici, sans ambiguïté aucune, de l'impact des insurrections arabes sur l'Afrique subsaharienne. Le lien pourrait paraître peu évident à la plupart des observateurs. Je m'emploierai à montrer ici qu'il existe bel et bien et qu'il est même très fort. Lorsque le printemps arabe a déferlé sur le monde, on en parlait avec des trémolos dans la voix. 3 ans après, nous nous en rendons compte tous, il n'est plus évoqué qu'au passage, avec perplexité
ou même avec de l'amertume. Un fait historique aussi décisif mérite pourtant moins de timidité et de pudeur. Il faut l'analyser. Et je dirais que moi, j'en ai entendu, pour ainsi dire, les tout premiers vagissements. Voici comment. Je vivais à l'époque, depuis déjà 4 ans, à Tunis, ville d'où je me rendais souvent à l'étranger pour mes activités littéraires. Un soir, de retour de voyage, je demande à des amis venus me prendre à l'aéroport s'ils avaient eu connaissance de cette histoire d'un jeune homme ayant essayé de se suicider par le feu, quelque part dans le pays, quoi. Moi, j'avais vu l'info défiler sur une chaîne de télévision. Non, mes amis tunisiens m'ont dit qu'ils n'étaient pas au courant. Et ni à eux ni à moi, cela n'avait paru vraiment important, car depuis novembre 1987, leur pays était tenu d'une main de fer, avec efficacité, par Zine Abidine Ben Ali. Et il fallait être fou pour s'imaginer un seul instant que son régime pouvait être ébranlé par un acte aussi isolé. Nous étions en fin décembre 2010. Eh bien, 2 semaines plus tard, le tout-puissant maître de la Tunisie s'enfuyait de son palais de Carthage dans les conditions rocambolesques que l'on sait. Ainsi donc, le geste de désespoir d'un jeune vendeur de fruits du nom de Mohamed Bouazizi venait d'avoir raison d'un pouvoir que l'on croyait et qui avait lui-même fini par se croire totalement à l'abri des colères populaires. On connaît la suite. Nous avons tous vécu, comme en une hallucination collective, l'effondrement en quelques petites semaines et l'un après l'autre de l'Égypte de Hosni Moubarak, puis de la Libye de Muammar Kadhafi. Au-delà de ces chutes spectaculaires, il faut bien se souvenir de l'effroi qui s'est brusquement emparé de la quasi-totalité des régimes arabes, Jordanie, Maroc, même un peu l'Algérie, leur faisant prendre enfin conscience de l'urgente nécessité de s'aménager des soupapes de sécurité. Seules les riches monarchies pétrolières du Golfe, bien que bousculées de loin en loin pendant un temps, n'ont jamais rien eu à craindre. Si le sujet n'était aussi grave et sérieux, on se serait amusé de la candeur de ceux qui croyaient pouvoir renverser de si précieux alliés du bloc occidental et des États-Unis en particulier, en invoquant le simple entre guillemets, le simple idéal de société démocratique. Cette immunité quasi naturelle de régimes archaïques et brutaux, Arabie Saoudite, Qatar, etc., a vite montré, disons-le tout net, les limites objectives du printemps arabe et semé dans mes esprits les graines du soupçon. Si je n'avais décidé de m'en tenir aujourd'hui pour limiter le champ des ambiguïtés à son versant africain, le versant africain du printemps arabe, je me serais arrêté longuement sur les guerres en cours en Yémen et en Syrie, qui dérivent, elles aussi, quoique de manière plus tortueuse, de ce printemps-là. Au moment où l'espérance fusait de toutes parts, il était banal de s'émerveiller qu'une si petite cause, à savoir le suicide d'un jeune homme de Sidi Bouzid, ait eu si vite des effets aussi formidables.
les rares sceptiques se sont souvent entendus rappeler qu'après tout, si le nez de Cléopâtre eût été moins long, 3 points de suspension, on connaît la suite. De nos jours, chacun ayant retrouvé ses esprits, tout le monde est devenu beaucoup plus circonspect. Et les langues commencent à se délier. Je ne sais toutefois s'il faut croire ceux pour qui l'insurrection tunisienne a été, pour quelques puissances occidentales, l'occasion en or de solder, sans avoir l'air d'y toucher, de vieux comptes. L'énigme nous fascinera sans doute longtemps encore, mais laissons l'histoire, qui se moque bien de nos impatiences humaines, en livrer la clé quand elle le voudra. Pour dire le vrai, on éprouve avec le recul une certaine gêne à se souvenir des scènes d'allégresse de la place Tahrir et du romantisme des insurgés de Benghazi, dont on a fini par savoir qu'ils étaient des fantoches. Ces images de la colère de la fameuse rue arabe étaient assurément trop belles et surtout trop soudaines pour n'être lues qu'au premier degré. Mais dans notre monde si usé, désabusé et cynique, les histoires les plus simples sont les plus prisées. Le tropisme des séries B, probablement, les légions du bien à l'assaut des forces du mal, ce récit-là marche toujours du feu de Dieu. Sauf que, dans la posture de l'observateur, du témoin et du narrateur omnipotent, et par ces médias interposés, l'Occident s'est mis à rejouer sur la scène du monde toutes ces révolutions à elle, révolutions réelles ou fantasmées. Et à l'ère des réseaux sociaux, l'icône romantique de ces soulèvements a partout été la jeune blogueuse défiant seule, avec succès il va sans dire, le tyran et ses milliers d'agents secrets. Mais que l'on me comprenne bien, je ne suis pas en train de dire à propos du printemps arabe tout ça pour ça. Pas du tout. Je sais bien que le printemps arabe n'a pas été juste un long rêve éveillé, et encore moins un cauchemar. Il se pourrait d'ailleurs bien que ces dérapages, si sanglants qu'ils aient pu être, soient lus demain comme les craquements de systèmes trop rigides et prétentieux pour accepter de s'écrouler en silence. Contre cet immobilisme, des millions de citoyens du Caire, de la Tunisie, à Benghazi aussi, ont accepté de se battre, parfois au prix de leur vie, pour la liberté de tous. Et ce n'est pas de leur faute si cet idéal a été dévoyé par les politiciens. Ce courage par les politiciens et par les extrémistes. On le verra tout à l'heure en Libye. Ce courage, et cette fois en l'humain, mérite assurément le plus grand respect. Quel qu'en ait été le résultat immédiat, on ne peut pas non plus se débarrasser d'un haussement d'épaule des événements du Caire, pour ne citer que cet exemple. Oui, les manifestations anti-Moubarak se sont conclues par un coup d'État contre un président légitime, par une répression d'une férocité exceptionnelle. On a parlé de plus de 2000 morts. Ça n'a jamais été fait dans les temps modernes, en quelques jours.
donc par une répression d'une férocité exceptionnelle contre les partisans de ce président déchu, et enfin, chose véritablement inouïe, par plus de 2000 condamnations à mort. On n'en parle pas beaucoup de ça non plus. Il n'en reste pas moins, le bilan donc paraît très négatif, mais selon moi, il n'en reste pas moins que ce qui a eu lieu à la place Tahrir s'est comme à tout jamais déposé dans la mémoire collective du peuple égyptien. C'est en cet endroit que s'est tracée pour lui, du moins à l'époque contemporaine, la ligne de séparation entre un avant et un après. L'on peut aussi parler, pour chaque individu, comme pour une nation tout entière, d'une nouvelle mesure du temps sur Terre. Il n'est pas non plus excessif de soutenir que la Tunisie, en dépit des incertitudes que rappelle bien l'attentat du Bardo, n'a pas perdu au change. Mais, j'entre dans une nouvelle phase de mon propos, mais aucune précaution oratoire, aucun désir de rester nuancé ne pourra jamais, à mon humble avis, faire trouver la moindre trace de normalité à ce qui se passe en Libye depuis le soulèvement de Benghazi un certain 15 février 2011. Après s'être accommodé du leader de la Jamahiriya pendant des décennies et même souvent été au mieux avec lui, entre, il est vrai, deux fâcheries plus ou moins graves, l'Occident s'est soudain senti saisi d'une incroyable obsession anti-Kadhafi. Il a semblé, dans ces quelques semaines de frénésie, de folie furieuse, que de la disparition physique de Kadhafi dépendait le sort de l'univers. C'était pour le moins irrationnel. Mais il fallait, pour atteindre ce but, une main armée à l'intérieur de la Libye. C'est dans un tel contexte que la pseudo-révolution de Benghazi, faite de briques et de brocs médiatiques, est totalement prise en charge par des puissances étrangères. Plusieurs pays européens bombardent à l'unisson la Libye, avec par moments un coup de pouce de l'Amérique d'Obama, un coup de pouce technologique, notamment avec les drones, et cela s'est fait, ces bombardements, on a parlé de dizaines de milliers de sorties, c'est fait, il est essentiel de le rappeler ici à Genève, ville internationale par excellence, cela s'est fait en violation flagrante de la résolution 1973 du Conseil de sécurité de l'ONU. Quel rapport pouvait-il bien y avoir entre le soulèvement du peuple libyen contre Kadhafi et ce déluge de feu venu de l'extérieur? Aucun, pour le dire d'un mot. Cela n'empêche pas à l'époque les médias dits globaux de se laisser aller à des commentaires passionnés sur le sujet, glissant au passage de petites phrases perfides sur les fameux mercenaires africains de Kadhafi. Vous comprendrez que moi, j'ai suivi ces affaires-là au jour le jour, et si j'en parle aujourd'hui, ce n'est pas la première fois en réalité, c'est que c'est un aspect qui m'a énormément choqué. J'aurais d'ailleurs pu consacrer la totalité de mon propos à cette seule question. Alors, donc,
ces petites phrases sur les mercenaires africains de Kadhafi, bon, elles sont juste balancées comme ça, et puis cela amène Amnesty International et Human Rights Watch immédiatement à descendre sur le terrain pour s'assurer de ce qu'il en était. Ils font 2 rapports que j'ai lus, que j'ai archivés, et ils démontrent formellement l'existence de ces mercenaires africains de Kadhafi. Mais rien n'y fait. La garde noire du dictateur, son dernier rempart, c'est une évidence que personne ne cherche à discuter. Passe encore que si souvent on ait voulu voir dans le soutien de l'Afrique à Kadhafi qu'une simple reconnaissance du ventre. Parce qu'on disait, que voulez-vous, il a arrosé les Africains, les chefs d'État, etc. Et avec même l'air de dire, qu'il n'y ait pas, que pas un seul Africain n'a bénéficié des libéralités de Kadhafi. Et donc, passe encore qu'on ait eu cette lecture en réalité assez méprisante et injuste, parce que le soutien de Kadhafi, à Kadhafi était politiquement motivé, on le verra tout à l'heure. Mais avait-on besoin, en plus de cela, d'inventer ces milliers de caisses de Viagra distribuées aux mercenaires africains pour leur permettre de violer sans retenue les femmes arabes? Oui, il y a eu une petite semaine où on a dit il y a des caisses de Viagra qui arrivent, etc. On pourrait presque dire c'est de bonne guerre, sauf que à l'époque, Moreno Ocampo, je crois qu'il s'appelle comme ça, qui était le procureur de la Cour pénale internationale, moi je me souviens de l'avoir vu au sortir d'une réunion à New York, devant une forêt de micros, dire oui, nous sommes au courant de cette histoire de Viagra, nous allons en tenir compte dans les procès à venir, c'est-à-dire il crédibilise un mensonge éhonté. Faire cela à partir d'une telle posture, bon, je pense que c'est juste insupportable. Lorsque le dénigrement fait fond sur de vieilles peurs et sur une négrophobie qu'il serait temps de questionner en toute fraternité, les dégâts sont forcément immenses. Avant tout cela, tel médiocre philosophe, parisien jusqu'à la caricature, avait pris en main le pays, qu'il osera appeler plus tard, dans son livre « La guerre sans l'aimer, ma pauvre petite Libye ». Dans le même ouvrage, il se vante sans pudeur d'être obéi au doigt et à l'œil par les chefs de l'insurrection, qu'il promène avec lui à travers le monde, à l'Élysée. Ils vont également chez moi pour rencontrer le président Ouad. Mais plus naïf qu'il le croit, il ne se rend pas compte que la plupart de ses interlocuteurs se payent sa tête, mettant à profit sa vanité pour atteindre leurs objectifs. Ces gens-là sont aujourd'hui les maîtres d'une Libye éclatée, explosée, littéralement, d'une Libye devenue aux yeux de tous un État honteux, pour emprunter à Foni Laboutansi le titre d'un de ses romans. En voie de somalisation prononcée, décrite de plus en plus comme le cœur des ténèbres. J'ai entendu l'expression il y a 2 jours sur CNN. La Libye est et restera le symbole de la perversion du printemps arabe. Le fait que le régime de Kadhafi ait mis si longtemps à s'effondrer avait pourtant permis aux hommes de bonne volonté de faire entendre leur voix. On a pu ainsi noter un écart abyssal
entre le désir des Occidentaux d'en finir au plus vite avec Kadhafi et celui des dirigeants africains de trouver à tout prix une solution négociée. Celle-ci avait toutes ses chances jusqu'à ce moment-là, car Kadhafi, aux abois, était disposé à tous les compromis. La mission de l'ONU africaine sur place aurait pu faire éviter le pire. Elle est torpillée. Et c'était d'ailleurs une des raisons de la mission conduite par Bernard-Henri Lévy, pour ne pas le nommer, à Dakar, avec des membres du CNT, le Conseil national de transition libyen. Revenir sur tout cela, c'est comme retourner le couteau dans la plaie. Plus personne ne trouve l'ombre d'une justification à ce colossal gâchis et à ces milliers de morts en Libye. Sur le continent, de nombreux intellectuels n'ont cessé à l'époque de tirer la sonnette d'alarme. L'essayiste Aminata Dramane Traoré et moi-même avons été de cela. Nous avons du reste rappelé nos avertissements d'antan dans un échange de lettres publié sous le titre « La gloire des imposteurs ». Lorsque le livre paraît en janvier 2014, le mal a déjà été fait. La bande sahélo-sahélienne était à feu et à sang. Les ardeurs irrédentistes s'étaient réveillées au Mali, où depuis lors, le nord du pays échappe totalement à l'autorité de Bamako. Il y a eu l'opération Serval, etc. Si, comme on l'entend ici et là, l'aventure de l'OTAN en Libye était motivée par l'envie de prendre le contrôle de ses ressources naturelles, force est de reconnaître qu'à l'heure actuelle, le pétrole libyen est perdu pour tout le monde, et d'abord pour les Libyens eux-mêmes. Il sert surtout à financer les activités de groupes violents, furieusement anti-occidentaux, soit dit au passage, dans ce gigantesque incubateur du terrorisme mondial que ce pays est devenu. Comme chacun sait, la situation tragique en Méditerranée résulte, elle aussi, du chaos libyen. Et c'est ici le lieu de faire une petite rectification à propos de ces migrants. Selon une opinion largement répandue, les migrants qui se jettent aujourd'hui à l'assaut de la Méditerranée, ou risquent d'y laisser leur vie, et ils y laissent leur vie, on est depuis janvier, on est à plus de 2000 morts. On dit toujours, un peu vite selon moi, qu'ils le font par fascination pour l'Eldorado européen. Il y a beaucoup de cela. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si le phénomène a pris en peu de temps une telle ampleur, c'est parce que les migrants sont plus désireux en réalité de fuir la Libye, où ils sont très mal traités, que d'entrer en Europe. En fait, il leur faut partir. Et l'Europe est la plus proche. En plus, il y a ce rêve-là. Mais en réalité, ce rêve de l'Eldorado européen ne date pas d'aujourd'hui, il date de toujours, presque, si on peut dire. Mais le passage à l'acte, massif, risqué, on entre dans un rafio en sachant pratiquement qu'on a 90 chances sur 100 de mourir, on le fait parce que, aussi, ce qu'il y a derrière, c'est l'enfer. Voilà. Il y a tout un travail à faire sur les migrants africains, les populations noires, dans le printemps arabe en général et en particulier en Libye. J'en ai beaucoup parlé dans cet échange de lettres avec Aminata Dramane Traoré, La gloire des imposteurs. Ici, j'ai voulu économiser. C'est donc d'ailleurs ce que disent dans les médias de plus en plus ces migrants. Et très récemment, le New York Times, sous la plume de Jim Yardley, s'est fait l'écho
de leur mal-vivre dans l'enfer libyen. Si l'on se souvient bien, et je m'approche de ma conclusion, pendant les soulèvements de Tunisie, d'Égypte et de Libye, il nous a été souvent demandé à nous, intellectuels d'Afrique subsaharienne, dans l'euphorie, l'enthousiasme, très compréhensible, je ne critique pas, on nous a demandé, mais à quand donc la contagion du printemps arabe vers le sud? Autrement dit, quand vous dresserez-vous, vous aussi, contre vos dictateurs? Nous n'avons jamais su quoi répondre parce que, sans se porter bien, loin s'en faut, nos pays se sont convertis au pluralisme dès les années 90. On l'a rappelé tout à l'heure, j'ai dirigé un quotidien pendant des années au Sénégal, un quotidien privé extrêmement critique, et je n'ai jamais reçu de coup de téléphone à propos d'un article, encore moins fait de la prison, et puis mon journal n'était pas le seul, il y en avait, enfin bref, tout ce qui manquait à des pays comme la Tunisie, comme l'Égypte ou la Libye. Et donc cette histoire de contagion vers le sud, c'était un malentendu qui pouvait d'ailleurs paraître cocasse à certains moments, tant il montrait l'ignorance de ceux qui posaient ces questions. Ce qu'il faut toutefois retenir de cette interpellation, la contagion vers le sud, c'est la force quasi irrésistible en tout temps et en tout lieu de l'idéal de liberté dans le cœur humain. Et ça fait de cette simple interpellation, aussi ambiguë et fausse soit-elle, un argument d'autorité pour ainsi dire. Et c'est lui, cette aspiration, ce désir de liberté, qui a été détourné pour obscurcir le débat et, en définitive, condamner à un silence stupéfait les femmes et les hommes de bonne volonté. On peut dire, d'une certaine façon, que si les fruits de la révolution libyenne sont si amers, au fond, c'est parce qu'ils n'ont rien à voir, et ça c'est le paradoxe, avec le printemps arabe. C'est parce que cela a été l'excroissance artificielle du printemps arabe. Elle a cessé très vite d'être l'affaire des Libyens eux-mêmes pour devenir le théâtre de l'ultime confrontation entre l'Occident et un régime tour à tour redouté, courtisé et honni. Le monde entier paie à l'heure actuelle le prix d'un aveuglement qui amène à se demander parfois si en définitive nous ne surestimons pas les maîtres du monde. Savent-ils toujours réellement ce qu'ils font? Sont-ils toujours au moins aussi bien informés que nous le pensons? De la première guerre d'Afghanistan contre le communisme, d'où est né Al-Qaïda, à celle d'Irak, de Libye et de Syrie, dont on voit les conséquences, l'art de se tirer des balles dans le pied ne semble pas avoir de secret pour eux, pour les maîtres du monde, je veux dire. Il est dans l'intérêt de l'humanité que les responsables de décisions aussi funestes soient identifiés et nommés. Je forme ici le vœu, sans doute appelé à rester pieux, d'une simple condamnation morale, puisqu'en l'état actuel de la société internationale, l'impunité n'est interdite, ce qui est très bien d'ailleurs, qu'aux dirigeants des pays pauvres. Et il faut bien le dire, en particulier aux dirigeants des pays africains. C'est du reste sur ce point que je vais conclure.
Le monde a perdu la raison et nous-mêmes, nous nous portons guère mieux. Sommés à tout instant de choisir entre la démocratie et la dictature, on ose à peine murmurer en réponse que les choses ne sauraient tout de même être aussi simples, aussi schématiques. Le seul fait, par exemple, de critiquer l'agression de l'OTAN contre un État souverain, membre de l'ONU, en violant la résolution de cette institution, ce seul fait peut vous faire passer aisément pour un sectateur de Muammar Kadhafi, le brutal dictateur. Mais je pense qu'il ne faut pas se soucier de ces critiques-là. C'est la leçon que, selon moi, les pays africains doivent retenir de tout cela. Pensez librement. Ces pays de faible poids économique et donc sans influence sont de plus en plus guettés par des abandons de souveraineté qui peuvent finalement s'avérer tragiques. Mon pays, et c'est un exemple d'abandon de souveraineté, mon pays, le Sénégal, vient d'envoyer 2100 soldats en Arabie Saoudite pour combattre une rébellion houthi dont nous ne savons rien. Voilà, c'est parce qu'on le lui a demandé avec insistance, avec probablement des promesses d'aider notre pays, que cette décision extrêmement grave, qui d'ailleurs soulève un tollé, moi je l'ai critiquée avant qu'elle ne soit appliquée, je l'ai critiquée très vivement dans notre presse, eh bien cette décision a été prise, personne n'est d'accord, mais ça a été fait. Alors ces abandons de souveraineté, ça nous guette, et les Sénégalais s'attendent sur ce point précis au retour de bâton. Mais rien de tout cela n'est une fatalité. Faute d'humilité, l'Occident n'en finit pas de monologuer, ainsi que l'a récemment fait remarquer Aminata Traoré dans un très beau texte consacré à la situation à la Méditerranée. Dans l'aventure ambiguë, roman somptueux et prophétique de Cheikh Hamidou Kane, le peuple dialobé se décide enfin à envoyer ses enfants à ce que l'auteur appelle l'école étrangère, car, dit le peuple dialobé, le moment est venu d'aller chez le conquérant, c'est-à-dire l'Europe, pour y apprendre l'art de vaincre sans avoir raison. C'est une des phrases les plus célèbres et les plus belles de ce roman. Et ce que finit par comprendre Samba Diallo, le jeune héros du livre, c'est que justement, il n'y a rien à apprendre nulle part, de personne, et que chaque nation, si petite soit-elle, doit oser être le centre du monde. S'il est, à partir des troublants et énigmatiques événements de ces dernières années, 6, 7, 8, 10 dernières années, une piste à explorer pour l'avenir, c'est que l'essentiel est bien plus dans la douce chanson des âmes que dans le vulgaire fracas des armes. Je vous remercie de votre patience. Merci beaucoup pour cette conférence qui, évidemment, nous donne un point de vue largement différent de celui qu'on a l'habitude d'entendre dans les médias habituels. C'est un autre point de vue, c'est un point de vue qui, en soi, est évidemment légitime et qui, du coup, nous oblige un petit peu à réfléchir, à nous décentrer dans nos catégories habituelles
Et je pense que c'est l'un des objectifs aussi de ce festival d'histoire, de nous obliger à nous décentrer, à penser les choses de l'autre côté. Alors, nous avons à peu près quelques minutes, en tout cas, pour poser quelques questions et discuter avec notre orateur. Y a-t-il des questions? Monsieur. Attendez, il faut parler avec le micro, on va vous apporter un micro. Récupérer ce texte. Oui, bien sûr. Oh, il est fait pour ça. Merci. Monsieur Diop, j'ai 3 questions. La première question, c'est un fait qui n'a rien à voir avec le thème, mais je pense que vous allez me répondre. Il s'agit donc du discours de l'hyper-président, sinon le super-président Nicolas Sarkozy, qui a dit à Dakar que dans le pays de Senghor, le père de la francophonie, que l'Africain n'était pas suffisamment rentré dans l'histoire. Quel est votre avis sur cette déclaration? Deuxième question, aujourd'hui en Afrique, c'est la vague des émergences. On entend émergence, émergence, émergence. Alors, je me dis qu'en 1960, on entendait sûrement aussi indépendance, indépendance, indépendance. Est-ce que pour vous, vous avez des propositions à faire pour que dans 50 ans, l'émergence va remplacer l'indépendance, mais qu'on ne soit pas dans la même réalité qu'aujourd'hui? Et puis la troisième question, c'est, vous l'avez évoqué, c'est les 2200 compatriotes sénégalais. 2100, merci, qui partent. Et pour moi, c'est très grave parce que ces 2100 qui partent, bien sûr, partent parce qu'un président a pris la décision. Mais qu'est-ce que le Sénégal gagne en retour, puisque entre États, il n'y a que des intérêts? Merci. J'y vais? Oui. Parfait. Alors, la première, oui, c'est ça. On est, je crois, en juillet, le 26 juillet 2007. Sarkozy est à Dakar. Il fait un discours à l'université Cheikh Anta Diop et il prononce cette phrase l'Afrique, l'Africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Et évidemment, ça provoque un tollé. Nous avons d'ailleurs répondu par un ouvrage, et l'ouvrage s'intitule, j'ai un texte dedans, l'Afrique répond à Sarkozy. Et il y a eu d'autres ouvrages, d'Achille Mbembe, d'Alpha Oumar Konaré. Donc, au fond, c'est un mauvais discours de président, parce qu'un bon discours de président, normalement, quand il a fini de le prononcer, lorsqu'on franchit la porte, on l'a oublié. Et là, 8 ans après, ça continue. Je m'excuse. Hein. Oui, ça continue à faire polémique. Au fond, c'était un peu le genre, ce que tout le monde pense tout haut, moi, je vais avoir le courage de vous le dire, ce que tout le monde pense tout bas, moi je vous le dirai tout haut, parce que je vous aime bien, etc. Et je pense qu'il y a une espèce de tendance que nous acceptons très facilement à infantiliser les dirigeants africains. Je ne dis pas les Africains, les dirigeants africains. Parce que, bon, voilà, ce sont les homologues et on les traite de la manière dont ils méritent d'être traités, très souvent. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Et puis, le discours de Dakar, ça fait en quelque sorte école, c'est-à-dire, Ségolène Royal va à Dakar, moi je vais faire un contre-discours de Dakar, l'Afrique est tellement entrée dans l'histoire.
voilà, on entend également Chirac dire cela. Et puis, Hollande, il n'y a pas longtemps, est parti à Dakar et a fait un discours contraire à celui de Sarkozy. Nous devenons un enjeu dans la vie électorale française. Mais au-delà de ça, Hillary Clinton, elle va aussi au Sénégal, et puis voilà, elle dit en anglais que tout est très bien, que c'est pas vrai. Pareil Obama quand il va à Accra. Et donc oui, ce qui est gênant, déjà, au-delà même du contenu des propos, qu'ils soient positifs ou négatifs, c'est cette façon de nous parler. Ça, je pense que ce n'est pas supportable. Ce n'est pas supportable. Et bien maintenant, il intervenait dans une université qui s'appelle Université Cheikh Anta Diop. J'attire souvent l'attention des Occidentaux sur notre attachement à cet homme-là, à Cheikh Anta Diop. Hein. D'ailleurs, Sarkozy évite de prononcer le nom de l'université pour n'avoir pas à prononcer le nom de Cheikh Anta Diop, ce qui est quand même d'une mesquinerie incroyable. Sur ce travail, pour nous faire savoir qui on est, sans avoir besoin de passer par qui que ce soit, mais ce travail, c'est Cheikh Anta Diop qui l'a fait. Et c'est pourquoi d'ailleurs toutes les réponses, y compris le livre que nous avons publié, ça va vraiment dans la direction de Cheikh Anta Diop. Et puis votre deuxième question, c'est, non, je ne pense pas que ce soit le rôle de l'intellectuel de dire voici ce qu'il faut faire et dans 50 ans, il y aura l'émergence ou plus d'indépendance. Non, je pense que nous ne sommes pas des hommes d'action déjà. Chacun doit connaître ses limites, ses capacités, etc. Nous sommes dans le constat. Nous voyons ce qui est fait et qui ne devrait pas l'être et on le dit. Et moi, chaque fois qu'on me dit « Oui, mais qu'est-ce que tu proposes ?» Je dis « Mais non, je ne suis pas obligé de faire des propositions. » Que là, vraiment, c'est l'affaire. Bon, maintenant, le constat, c'est déjà une façon d'agir. Voilà. Voir un peu comment nos économies sont à la traîne. Vous savez bien que ce que l'on a fait à la Grèce, au Portugal, etc., et que ces pays ont refusé, mais nous, on a été le laboratoire au tournant des années 80, avec les programmes d'ajustement structurel. Mais la Grèce a refusé, et elle a eu raison, mais nous n'avons pas su refuser. Voilà, je crois, un peu les problèmes. Vous prenez les pays francophones, c'est quoi? C'est le franc CFA. On a, oui. Une économie qui n'a même pas de monnaie, qui n'est pas capable d'en avoir, qui est sous la protection d'une économie étrangère, pour l'intérêt de cette économie étrangère. Nos économistes se battent contre ça, mais il y a encore du travail à faire. Les 2100 soldats, un jour, nous entendons dire par le président, oui, j'ai été en Arabie Saoudite, j'ai discuté avec le roi, il prépare le terrain. Voilà, il ne dit pas qu'il va envoyer, mais quand même, les hommes politiques ont une façon de parler, quoi. On comprend entre les mots, et aussitôt, quelques-uns, dont moi-même, nous écrivons des articles pour dire qu'il ne faut pas faire ça. Et moi, d'ailleurs, je dis à la fin d'un texte qui n'était d'ailleurs pas exclusivement consacré à ça, je dis que si cela venait à se faire, ce serait la décision la plus mystérieuse et la plus folle jamais prise au Sénégal, que ce serait mauvais pour notre amour-propre en tant que Sénégalais et que
si Macky Sall prend cette responsabilité, ça ferait oublier tous les crimes, les erreurs, les errements de ses prédécesseurs, à savoir Senghor, Abdou Diouf et Abdoulaye Wade. Voyez, donc, et puis il y a d'autres qui écrivent des articles, mais quand même il le fait, il les envoie. C'est terrible parce que j'ai dit aussi qu'à partir de cette décision, au fond, nous sommes dans un autre Sénégal. Ça veut dire que ce pays très pauvre, c'est un peu n'importe quoi, mais il était quand même respecté. Le regard des autres sur nous va changer, et pas en bien. La seule institution qui résistait encore au Sénégal, c'était quand même l'armée. La seule armée à n'avoir jamais fait de coup d'État sur le continent. Et puis, qui a été partout où l'ONU a envoyé des gens, parce que l'armée de métier professionnelle et tout cela, qui gère une rébellion armée depuis 1982 au sud, en Casamance, sans que cela se termine par des violations massives des droits de l'homme, etc., quoi, qui se débrouille assez bien pour obéir aux politiques. Et cette armée, elle faisait un peu notre fierté, mais c'est devenu une armée mercenaire, quoi. Mediapart a fait un article intitulé « Quand tout un pays se fait mercenaire ». Moi, je ne pense pas, contrairement à ce que disent certains, qu'on a appelé le président pour dire « Voilà, voici de l'argent, envoie-nous des trucs, tu mets ça dans ton compte. » Non, ça ne se passe pas de manière aussi vulgaire. Mais je crois en revanche que cela n'est jamais démenti d'ailleurs, que les Saoudiens se sont engagés à financer notre programme économique. On parle de 108 milliards. Ce n'est pas beaucoup si on convertit en euros ou en francs suisses. Pour l'Arabie saoudite, ce n'est pas chèrement, ce n'est pas, voilà, c'est quand même pas beaucoup d'argent. Mais je ne crois pas non plus que, bon, voilà, on va nous lancer des bombes, il va y avoir des attentats, des trucs. Je ne crois pas à ça. C'est possible. Mais moi, je dis que même s'il n'y a pas de représailles de l'Iran, nous créons un ennemi, alors que ce n'est pas nécessaire. S'il n'y a pas de représailles de la part du Hezbollah, de l'Iran et de je ne sais trop qui, je considère que nous avons perdu notre honneur. Et c'est ça la question. Les hommes politiques chez nous, au Sénégal, ils agissent d'une façon tellement bizarre que parfois on a l'impression qu'ils nous en veulent pour une raison que nous ignorons, qu'on leur a fait un truc et qu'ils se vengent. Parce qu'une telle décision, ben voilà, c'est juste d'un trait de plume, on aurait une armée. Et pour terminer, c'est dire les limites aussi de l'exercice démocratique chez nous. Le Sénégal, c'est le symbole d'un pays démocratique, liberté d'expression, etc. Mais une décision aussi grave que d'envoyer l'armée en guerre, mais elle est prise par un seul homme. Ça dit vraiment les limites de l'exercice démocratique. C'est un seul homme qui décide d'envoyer 2100 fils du pays au casse-pipe, avec des risques que beaucoup ne reviennent pas. Donc, affaire à suivre, malheureusement. Merci. Je voulais juste savoir pourquoi l'Arabie saoudite a choisi le Sénégal pour envoyer ses soldats et pas un autre pays d'Afrique. Quelle était la raison? Ils auraient pu aller chercher ailleurs. Est-ce qu'il y avait une raison spécifique pour ça? Oui. En vérité, si je vous dis que je connais la réponse,
Je pense que je mentirais si je vous le disais. Non, je ne connais pas la réponse. Je sais qu'au fil des décennies, des rapports privilégiés se sont tissés entre l'Arabie saoudite et les chefs religieux chez nous, et aussi les présidents. Il faut bien le dire que ces présidents se comportent sans qu'on les y force nécessairement en obliger. Ils vont, ils demandent de l'argent, on leur en donne avec un certain mépris, ils le prennent, parfois pour eux-mêmes. Hein. Ça a été le cas d'Abdoulaye Wade. Je ne sais pas pour celui-ci. Alors, donc, ces liens ont pu jouer. Ou alors, l'histoire le dira aussi, l'Arabie saoudite a cherché ailleurs et n'a trouvé nulle part. Peut-être, j'ai entendu dire ça, mais je ne sais pas dans quelle mesure si c'est vrai ou faux. Et puis, en troisième lieu, on a une bonne armée. Cette armée a une bonne réputation, c'est qu'elle a été de toutes les missions de l'ONU. Et ici, ce qui est particulier, c'est que l'Arabie saoudite est le pays agresseur et il n'y a pas de résolution de l'ONU justifiant cette intervention, même si elle est supportée par l'Amérique d'Obama. Voilà. Nous ne savons pas. Une de mes réponses, parce qu'évidemment j'y ai pensé, je me suis dit, en fait, dans les chancelleries étrangères, on commence à se rendre compte que Macky Sall manque de caractère. Voilà. Ce n'est pas un dictateur, ce n'est pas le bonhomme méchant, je ne pense pas qu'il soit particulièrement corrompu, mais il ne sait pas dire non. Et ça, pour un chef d'État, c'est extraordinaire. Voilà. J'agite comme ça des réponses, mais vraiment, je ne connais pas. Je ne sais pas pourquoi, de tous les pays non arabes, sur toute la surface de la Terre, ce petit Sénégal va aussi loin. Alors qu'il y a des choses qui se passent au Nigeria, au Mali, etc., qui nous concernent directement. Nous savons que les salafistes sont présents dans l'arrière-pays et que quelque chose se prépare. Et que donc, oui, on doit être sur ce front-là. Qu'est-ce qu'on va faire contre les Houthis? Comme l'a dit un de nos jeunes brillants chercheurs, le Sénégal est l'un des rares pays aujourd'hui, d'ailleurs on y a organisé 2 fois l'organisation de la conférence islamique, un des rares pays à pouvoir parler à tout le monde dans la communauté islamique mondiale. Au lieu de jouer cet atout diplomatique qu'il ferait respecter, il se range juste contre l'Iran dans ce qui est parti pour être vraiment une affaire extrêmement sérieuse. Voilà. Jean-François Bayard, qui était responsable d'une table ronde ce matin sur l'Afrique précisément, sur guerre et paix en Afrique, souhaite prendre la parole. Ouais. Professeur de sciences politiques et spécialiste de l'Afrique. Je connais de nom, oui. Voilà, c'est lui qui prend la parole. Ouais, ok. Merci beaucoup. Je ne voudrais pas que le propos de M. Diop ne soit pris que comme le point de vue légitime d'un Africain, d'un Sénégalais sur la crise libyenne. Et là, je fais référence au cœur de sa conférence. Et je voudrais, en tant que chercheur, mais également en tant que chercheur, que citoyen français, que je souscris intégralement à son propos. J'introduirais juste une nuance. Monsieur Diop émet un vœu pieux selon lequel il souhaiterait au moins une condamnation morale à l'encontre des auteurs de cette politique, aussi bien au regard de la crise libyenne qu'au regard de la question de l'immigration.
La nuance que j'introduis, c'est que personnellement, et je l'avais écrit dans Le Monde, et je l'ai dit publiquement dans une conférence de la revue Politique africaine, je souhaite personnellement, mais je sais que c'est un vœu aussi pieux, et même peut-être encore plus pieux, que les responsables de ces politiques, aussi bien au sujet de la Libye qu'au sujet de l'immigration, soient traduits devant la Cour pénale internationale, parce que ces politiques sont objectivement criminelles. Voilà, c'est mon vœu pieux. Je crains malheureusement qu'il reste aussi platonique que le vôtre. Oui, j'ai choisi de ne pas le mentionner, qu'il y a sur Internet une pétition qui circule, qui est proposée à signature pour faire traduire nommément Nicolas Sarkozy devant la Cour pénale internationale. Ça existe. Hein. Mais je pense que ce ne serait que justice, quoi. Parce que la politique du double standard, M. Bayard sait très bien cela, on est d'accord, mais au fond, ça rend la réflexion difficile pour les personnes qui ne veulent pas entrer dans une logique partisane. Voilà. Moi, je ne suis pas très content de donner l'impression que, bon, Gbagbo, Kadhafi, voilà, qu'ils ont été des victimes. Mais en même temps, je considère cela comme une réalité historique évidente. Cela ne veut pas dire qu'ils étaient blancs comme neige, qu'ils ne méritaient pas d'être jugés, etc. Mais le problème, c'est que pourquoi eux seulement? Je n'étais pas au courant, M. Bayard, de cet article-là, mais il me semble qu'Achille Mbembe, on en a parlé comme ça. Hein. Je n'étais pas vraiment au courant, mais je vais le chercher d'ailleurs. Hein. Et je pense que c'est très important, surtout que des citoyens français le disent. Parce que si c'est un Africain qui le dit, c'est quoi? Oh, il se défausse encore sur nous. Ils se défaussent encore sur nous au lieu de balayer devant leur propre porte, de prendre leurs responsabilités. On nous invite à la repentance, etc. En tant que quelqu'un qui a travaillé sur le rôle de la France au Rwanda, je sais quelle différence cela a fait lorsque les citoyens français, Dupaquier, Saint-Exupéry, Morel, enfin j'en passe, sont devenus plus vocaux, plus audibles. Et sur cette question, je pense que oui, il faut aller au-delà du vœu pieux. Mais le monde est si mal fait qu'on se dit pourquoi mener un combat en fait perdu à l'avance, quoi. Donc merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va en prendre peut-être une dernière. Oui, monsieur, pardon. Oui, monsieur au fond, là. Oui, j'aimerais que vous me donniez votre analyse sur les événements de ces mois derniers qui ont eu lieu au Burkina Faso et ces jours-ci au Burundi. Cette lutte pour une démocratie, est-ce que ça serait les longues jambes du printemps? Mais vraiment, merci beaucoup pour cette question. C'est très difficile de comprendre l'entêtement de certains hommes politiques. Compaoré, il était clair que s'il essayait de prendre de violer la Constitution, qu'il y aurait les gens dans la rue. Je crois que tout le monde le voyait, sauf lui. Cet aveuglement-là est difficile à comprendre. Nkurunziza, qui semble mieux contrôler la situation,
lui-même, je pense qu'on peut dire que ses jours sont comptés. Encore qu'il ait plus de chances de s'en tirer que Compaoré. Oui, c'est ça le paradoxe des sociétés africaines. Vous savez, le paradoxe politique. Je m'en tiens juste au Burkina. Oui, c'était un dictateur, les mains couvertes de sang. Il a tué Sankara, mais aussi Zongo et Lingani. C'était le quatuor du roc qui avait pris le pouvoir en août, et un autre Zongo, journaliste, sans parler maintenant de tous les crimes qu'il a commis et d'un système de prédation impossible à décrire. Voilà. Et puis, c'est un pays où il y avait des radios privées, où il y avait un parlement, il y avait des journaux, les gens s'exprimaient. Moi, en tant que Sénégalais, quand j'ai été à Tunis pendant ces 4 années, et que je voyais que personne n'osait ouvrir la bouche, alors que moi, je venais d'un pays où j'avais dirigé un journal, où je m'exprimais, à tort et à raison d'ailleurs, chacun dit n'importe quoi, sans problème. Alors donc, vous avez au Burkina Faso un système dictatorial, mais il y a des soupapes et une prédation économique éhontée, et vous avez des soupapes de sécurité qui s'ouvrent. Et puis, il y a une revendication citoyenne qui est très forte. Et peut-être que notre printemps arabe, au fond, c'est ça. Lorsqu'il était impossible d'ouvrir la bouche en Tunisie, en Libye, voire au Maroc, dans beaucoup de pays arabes, nous, ça allait. On a eu les conférences nationales. Il y a des parlements, il y a vraiment une vie politique en effervescence. Mais en même temps, ça ne sert à rien. Voilà un peu le problème. Le Sénégal, c'est un pays démocratique depuis toujours. On a eu la chance d'aller à l'indépendance avec quelqu'un comme Senghor. Moi, je suis de ceux qui l'ont beaucoup critiqué, mais je sais ce que nous lui devons. Donc voilà, nous sommes un peu dans un schéma où, pour reprendre le mot de Woody Allen, la dictature c'est ferme ta gueule, la démocratie c'est cause toujours. Nous, on est dans le cause toujours, et peut-être que finalement notre sursaut politique, c'est de faire en sorte que peu à peu, il y ait des règles politiques qui s'appliquent à tout le monde. Oui, on peut parler de ce point de vue-là, mais de soulèvement. On se soulève pour protéger la Constitution, pour protéger un texte fondamental qui arbitre la vie politique, qui est au-dessus de tout le monde. Mais quand même, on a une longueur d'avance, quoi. Je pense qu'on peut le dire comme ça, sur la Tunisie de Ben Ali, sur l'Égypte de Moubarak, etc. Au plan institutionnel. Après, maintenant, il faut alimenter l'institution, lui donner du contenu, du sens, faire en sorte que ça régule vraiment la société politique. Ça, c'est une autre étape. Mais au moins que les institutions existent comme étant au-dessus des volontés particulières. Il nous reste 1 minute, donc si vous voulez, monsieur qui avait demandé la parole tout à l'heure, si vous voulez poser une question très brève, et puis alors une réponse brève, par voie de conséquence. Merci beaucoup, monsieur Diop. Je suis étudiant sénégalais à l'Université de Genève.
Et je vous remercie beaucoup pour votre allocution, qui est d'une très grande qualité. Et ma question, en fait, porte un peu sur les langues nationales. Il est vrai que vous écrivez vous-même dans l'une de nos langues nationales, le Wolof. Et je voulais savoir, est-ce que dans votre réflexion, il y a une articulation entre l'histoire et nos langues nationales? Parce que notre histoire, elle nous a été racontée par l'ancien colonisateur. Tous les livres d'histoire sont en français. Dans quelle mesure devrions-nous davantage aujourd'hui insister sur les langues nationales, l'appropriation de nos langues nationales pour écrire notre histoire et, par ricochet, écrire notre avenir? Merci. Je vais essayer d'aller vite. Oui, c'est fondamental. C'est-à-dire que les langues nationales, c'est essentiel non seulement par rapport à des considérations idéologiques, le respect de soi, la fierté, se faire comprendre, mais aussi pour des raisons pratiques, parce que le système éducatif est en train de s'effondrer, faute de moyens, aussi faute de volonté politique. Le système éducatif en langue française est aujourd'hui, d'impasse en impasse, on se rend compte que, oui, les langues nationales, c'est vraiment important. Et c'est pour ça que j'ai ouvert à l'université Gaston Berger de Saint-Louis un cours de littérature en langue wolof. C'était la première fois que ça se faisait, il y a 3 ans, et on a toujours enseigné le wolof à l'université, etc. Mais la littérature elle-même, un corpus de textes littéraires, et j'ai choisi des romans, ça c'était, et ça continue, ça se passe très bien, même si j'en suis loin. Donc oui, c'est vraiment essentiel, et tout se joue dans et avec la langue. Ce que j'appelle le péché originel de la littérature africaine, c'est qu'elle est née pour s'adresser aux colonisateurs. D'abord, littérature ethnographique pour expliquer comment est l'Afrique, qu'on a bien une culture, etc. Ensuite, littérature de protestation. On parle aux colonisateurs pour lui faire honte de son système de domination, mais ce faisant, on oublie de parler à sa propre population. Et c'est pourquoi on arrive à une situation assez étrange où des auteurs extrêmement engagés, très progressistes, voire révolutionnaires, Mongo Betty, ils ne sont pas gênés par l'utilisation de la langue française. Parce qu'au fond, ils veulent être entendus par les Occidentaux. Pas parce qu'ils leur lèchent les portes, pas parce qu'ils aiment la langue française, c'est de ceux-là qu'ils veulent être entendus. Et ce faisant, ils oublient de parler à leur propre population. Et je pense que notre emprise sur notre propre réalité, si elle est aussi faible, c'est aussi à cause de ça. Moi, mes étudiants, j'ai bien vu que lorsqu'on est passé au Wolof, je commence à être long, ils sont venus en traînant les pieds, ça ne les intéressait pas du tout, mais peu à peu, j'ai vu leurs yeux s'allumer. J'ai vu ces jeunes gens qui sont venus chez moi parce qu'on les avait chassés de partout. Ils voulaient faire anglais, droit, machin, personne n'en voulait. Alors ils viennent en Wolof, ils sont nombreux. Et puis j'ai vu dans leurs yeux qu'ils se disaient, mais d'abord ça c'est nous, mais surtout nous ne sommes pas aussi bêtes que nous le croyons. Voilà, c'est-à-dire vraiment une façon de... et ils continuent à m'envoyer des lettres, on continue à travailler, même si je suis loin, à je ne sais combien de kilomètres de Saint-Louis. Donc oui, c'est une question fondamentale. Et c'est aussi la raison pour laquelle Cheikh Anta Diop a été et reste si important pour nous. Merci beaucoup. Je crois qu'il faut qu'on évacue la salle, donc je suis vraiment obligé d'interrompre cette discussion qui aurait pu continuer encore longtemps. Merci. Boris d'avoir fait cette magnifique conférence et merci à tous d'y être venus. Bravo.